d'avoir votre présence ce matin. Très excitée pour cette nouvelle série qui est lancée aujourd'hui officiellement. Une série de 6 webinaires qui vont vraiment venir couvrir l'ensemble du 360 de la cybersécurité comme VARS le voit, avec des sujets tout aussi pertinents, tout aussi intéressants d'un webinaire à l'autre. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la sécurité de vos points d'accès, 24/7, 7 jours sur 7, donc en mode géré. Les prochains sujets seront bientôt annoncés. Vous recevrez une communication. Je peux tout de suite vous faire parvenir, vous faire part du prochain qui est au niveau de l'échange de données sécurisées. Vous allez recevoir une communication à cet effet très bientôt. Mais pour aujourd'hui, on se concentre sur la sécurité des points d'accès. Nos panélistes présents aujourd'hui, on a moi, bien sûr, donc Milly Perrault, directrice des ventes et des partenariats stratégiques, Maxime Boutin, chef des opérations, et Alexandre Blanc, conseiller stratégique en sécurité. Donc, très heureuse de les avoir avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur. Bonjour, content d'être avec vous sur le panel aujourd'hui. Bonjour, bon matin à tous. Donc, brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je voulais faire un petit survol de l'œuvre de VARS, nous présenter quand même VARS, c'est qui? VARS, c'est une division de Raymond Chabot, tout d'abord, acquérie en 2020 par Raymond Chabot. Pour nous, notre mission, c'est de démocratiser l'accès aux technologies de pointe et à des services professionnels de qualité avec des gens d'expérience. On parle d'un bureau de ciseaux virtuels qui vient remplir l'entièreté des mandats qui pourraient être nécessaires quand on parle de tests d'intrusion, d'audit de maturité, d'analyse des cas, d'accompagnement aussi à des certifications et bien plus encore là, avec des ciseaux qui ont un bagage assez impressionnant. Lorsqu'on parle qu'il manque 3,5 millions de ressources en Amérique du Nord, là, notre mission, c'est de vous aider à combler ce manque. Ensuite, lorsqu'on parlait d'offres en 2 temps, on a aussi un portefeuille complet, une cybersécurité 360 entièrement gérée. On va y revenir un peu plus tard dans la présentation, mais vraiment notre roue de service là, qui vient couvrir là, de la sécurité des courriels, à la surveillance du dark web, les points de terminaison et plus encore. Alexandre pourra y revenir un peu plus tard dans la présentation. Donc, Alexandre, à toi de jouer. Merci Milly, oui, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Oui, Alexandre, donc je suis VCISO dans l'équipe de VARS. On est passé vite sur l'introduction. Plus de 20 ans d'expérience dans les TI et la sécurité. Et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la partie XDR, qui est l'objet de la discussion, et comment sécuriser vos points d'accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, la solution dont on vous parle aujourd'hui, comme l'a dit Milly, c'est la solution SINET XDR, Extended Detection and Response, détection et réponse étendue, qui sert à protéger vos systèmes clés au niveau de votre entreprise. Donc, on surveille les points de terminaison avec ça, on sécure les points d'accès de l'entreprise et on protège tous les appareils comme stations de travail, les ordinateurs portables et les serveurs. On va couvrir plusieurs points et éléments et on répondra à vos questions si vous avez des questions sur l'aspect technique de la solution. Mais avant, je voulais juste vous parler du fait que VARS a plus de 80 partenaires technologiques au niveau des solutions, dont celui dont on parle aujourd'hui, qui est SINET. On n'est pas du tout fermé à une marque en particulier, on est capable de vous supporter sur votre sécurité d'infrastructure et de s'intégrer dans les solutions que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait vous mettre en valeur aujourd'hui rapidement. Donc, de retour sur les indispensables de la sécurité, quand on parle de cybersécurité, on parle de people, process, technology en anglais, donc les personnes, les processus, les technologies. Ça couvre tout l'ensemble de la surface de gestion de la sécurité de votre organisation. Donc les personnes, parce que les personnes doivent être un acteur majeur dans votre défense, doivent être formées, doivent être informées sur les risques et agir en conformité avec vos processus. Donc on rebondit sur les processus de votre entreprise, processus qui doivent être documentés pour protéger le fonctionnement de votre entreprise et avoir une solution de fonctionnement effective au niveau de votre organisation. Et finalement, les technologies. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la technologie SINET, mais il faut garder à l'esprit que c'est une brique dans l'ensemble de votre posture de sécurité. Ça va servir à protéger votre organisation, mais il faut penser à couvrir l'ensemble des piliers et des vecteurs d'attaque. Donc, dans la roue dont on parlait, dont Milly a parlé au départ, on a plusieurs éléments clés ici qui sont illustrés. On parle de SINET pour les XDR, on a Perception Point pour le filtrage des emails. Tout ça, vous le savez, sont des vecteurs d'attaque importants sur votre entreprise, les emails, le phishing, etc. Donc, on couvre tous ces éléments-là qui sont gérés avec des centres de sécurité derrière pour vous assister.
On a des programmes de sensibilisation à la sécurité, ça c'est pour couvrir les personnes, qui soient vraiment alignées avec votre posture. Gestion des événements de sécurité, gestion des accès zéro trust si c'est nécessaire pour protéger les infrastructures sensibles, surveillance du dark web, votre empreinte digitale, là on parle de digital footprint, comment vous êtes exposé, comment votre entreprise est vue à l'extérieur de la part des attaquants, et finalement le transfert sécurité des données qui sera l'objet de la prochaine présentation dont Milly a parlé tout à l'heure. L'objectif de mettre en place la solution de sécurité, c'est de réduire les risques et de minimiser l'impact des incidents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas capable de ramener à un risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. On parle de mitiger les risques et de réduire leur impact pour les contenir. Et c'est dans ça que les outils vont venir vous aider à découvrir les attaques et les comportements anormaux le plus tôt possible afin de minimiser leur impact. Et ça, c'est la solution XDR. Ce qui est intéressant, c'est que elle vient sur vos points de terminaison. Donc, c'est comme la dernière ligne de défense. Elle n'est pas sur votre surface d'attaque externe, elle est vraiment à l'intérieur de vos systèmes. Et elle est comme le gardien de but qui va arrêter toutes les tentatives d'attaque sur vos systèmes. Alors, on va avancer un tout petit peu là-dessus. Pourquoi on vient avec cette approche-là? C'est parce qu'on veut éviter les dangers de la monoculture. Donc, la monoculture, c'est le fait que les organisations vont avoir la même solution pour l'ensemble de leurs besoins opérationnels. Par exemple, on est tout Microsoft et on a juste les solutions de sécurité Microsoft, les solutions d'opération Microsoft, etc. On a vu dans les années qui sont passées, dans les derniers mois, les attaques de chaînes d'approvisionnement massives qui se sont passées. Et la conclusion qui vient avec ça, c'est que d'avoir une seule marque, un seul fournisseur, ça présente des risques. Et on s'écarte un petit peu des principes de cybersécurité qui sont les contrôles de sécurité redondants, en anglais overlapping security control. Donc, les contrôles de sécurité redondants, pour nous, là, la façon de les enforcer, c'est d'avoir différentes solutions qui vont avoir parfois des éléments de contrôle redondants et qui vont amener le meilleur dans chacun de leurs champs d'application. Parce que chaque solution ici est spécialisée sur les éléments. SINET, XDR avec des fonctionnalités avancées de surveillance. Et on vient amener de la surveillance externe 24/7 qui est supportée par des spécialistes SOC. Donc, on parle souvent de SOC, là c'est Security Operations Center en anglais, le centre de sécurité des opérations. Dans les solutions qu'on apporte, et SINET vient avec un SOC en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire un SOC? C'est qu'on a des équipes technologiques avancées, des spécialistes en sécurité qui vont faire toutes les analyses sur ce que la solution va rapporter au niveau des comportements anormaux, des risques potentiels, etc. Pourquoi ça a de la valeur? Ça a de la valeur parce qu'on sait que votre temps est précieux et qu'au niveau de la gestion de la sécurité, vous avez soit pas les compétences en interne, soit pas le temps, soit c'est pas votre mission principale. Donc là où VARS vient ajouter de la valeur, c'est en amenant une compétence en plus de la solution technique qui vous accompagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez avoir une alerte ou une information qui vous est communiquée, c'est une information pertinente qui vous est communiquée et on filtre vraiment le bruit. On parle souvent de alerte fatigue en anglais, à cause du nombre d'alertes que génèrent les solutions de sécurité quand c'est géré en interne. Mais c'est ça qu'on vient éviter aussi avec la solution gérée. On est capable de vous dire ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Évidemment, c'est un travail qui arrive en collaboration avec les fournisseurs et spécialistes TI. Quand vous avez des équipes de TI en interne, on travaille avec eux. VARS, nous, on fait pas les TI, là, on s'occupe pas de gestion au day-to-day des opérations technologiques, on s'occupe vraiment de la sécurité. Et c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. On s'intègre avec vos équipes ou vos fournisseurs externes, parce que une grande partie des PME ont des fournisseurs de services externes et on travaille bien avec ces gens-là dans la collaboration de déploiement de la sécurité avec SINET. On va continuer. Donc, on parle d'une menace grandissante au niveau de la cybersécurité. Je pense que vous l'avez tous vu dans les nouvelles, on le voit tous les jours, des compagnies qui sont attaquées avec des cyberattaques, etc. Mais on se dit toujours, les compagnies disent ça pour vendre des produits, c'est toujours pour faire peur, etc. Malheureusement, aujourd'hui, on va être transparent, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est pas non plus voué à l'échec. On est capable, nous, en amenant des solutions, de vraiment mitiger ces attaques et de vous remettre en contrôle de votre infrastructure. Donc, au niveau de la menace, on a plusieurs vecteurs d'attaque. On a les courriels, les emails, les vulnérabilités sur vos systèmes. On a toute une panoplie de techniques qu'utilisent les attaquants. Et l'objectif de mettre en place une posture mature de sécurité, c'est de contenir ces incidents et de minimiser les impacts. Et on veut ce qu'on appelle empêcher les mouvements latéraux. Un mouvement latéral, c'est quoi? C'est quand un attaquant va réussir à prendre le contrôle des systèmes ou en tout cas à atteindre soit vos utilisateurs ou un de vos systèmes et utiliser ce point d'entrée pour se
déplacer dans votre réseau et dans votre infrastructure. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, c'est ce que les solutions viennent amener. On empêche les mouvements latéraux. On va contenir l'attaque ou l'incident le plus proche possible de son point d'entrée. On parle d'accès initial. Et ça, c'est ce que SkyNet vient faire. SkyNet va, à travers des outils de reconnaissance de comportement, à travers des signatures, à travers des analyses et des indicateurs de compromis, va être capable de détecter ces éléments-là ou des comportements similaires, parce qu'on s'entend que les antivirus de l'époque travaillaient avec des signatures, que c'est plus efficace aujourd'hui. La menace est tellement dynamique que les groupes attaquants, qui sont sponsorisés par des États, recompilent leurs outils d'attaque de manière journalière et tout ce qui est dirigé vers votre entreprise pour en prendre le contrôle, c'est malheureusement toujours quelque chose de nouveau. Donc, c'est important d'avoir une solution qui est moderne et qui est capable d'analyser le comportement contextuel des différentes attaques et de réagir en conséquence. Je vais avancer un petit peu. Donc, on parle de surveillance, de remédiation, d'assistance et réponse aux incidents qui est supporté par VARS. Et ça, c'est un point clé. On a beaucoup de solutions sur le marché qui existent qui ne sont pas forcément supportées par le fournisseur. Ça veut dire quoi de ce niveau-là? Ils sont peut-être supportés quand vous avez un problème, mais pas au niveau de la réponse et des alertes. Quand on vient vous mettre en place la solution SynetXDR, on vous donne le contrôle de la solution. Vous avez la capacité de voir qu'est-ce qui se passe, de connaître le produit, mais on vient vous assister pour l'ensemble des alertes, la gestion des alertes, les réponses, la quantification et la qualification, l'analyse d'impact. Et si les impacts qui sont détectés sont liés à des vulnérabilités ou des éléments, c'est là où le SOC, le centre de sécurité des opérations, va dire, hey, cet élément-là arrive parce que probablement il s'est lié à telle et telle problématique sur votre infrastructure. Et c'est là où on rentre dans la collaboration avec vos gestionnaires de TI en disant, hey, faut qu'on regarde ça. Si ça arrive une fois, c'est correct, mais si on a des événements qui sont redondants, là aussi, on va travailler avec eux pour trouver la source et éviter que ça se répète. Évidemment, c'est contenu, on n'a pas d'impact sur l'entreprise. Notre objectif ici, c'est d'être sûr qu'à partir du moment où on prend en main, vous n'allez pas avoir un incident majeur qui va interrompre les opérations de votre organisation. Donc, j'en parlais des centres de sécurité à votre service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, on s'entend qu'on a plusieurs centres de sécurité, on en a plusieurs selon les différents produits, et ils sont là répartis à travers le monde pour pouvoir répondre à tout moment. Donc, c'est sûr que sur les opérations journalières, les événements qui sont mineurs, ça va se gérer automatiquement. Puis vous allez recevoir éventuellement un rapport s'il se passe quelque chose. Mais si on a quelque chose qui doit être escaladé, ben là, on va prendre contact avec vos services TI pour collaborer et coordonner la réponse. Il faut savoir que les attaquants sont malins, là. Ils vont attaquer la nuit, les week-ends, et parce qu'ils savent quand il y a moins de surveillance, moins de personnes qui regardent. Et là, l'avantage d'avoir cette solution qui amène de l'automatisation dans le processus, c'est vraiment que même si vous n'êtes pas là, vous avez le système qui surveille en temps réel et des personnes spécialisées dans la sécurité qui s'assurent que vous êtes protégé. Donc, c'est vraiment un accès qui est intéressant de ce bord-là. Et c'est là où on amène une différence. Voilà, je vais avancer maintenant sur la partie démo et je vais passer la main à Max. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, je vais présenter mon écran pour pouvoir présenter la solution de SynetXDR. Il va falloir que tu arrêtes ton sharing de ton côté. OK, c'est parti. Parfait. Excellent. Pendant qu'on fait la transition, je veux simplement simplifier. Je vois des questions qui commencent à rentrer dans le Q&A. On va les garder. À la fin, il y a une période prévue de questions. On y répondra. Donc, n'hésitez pas à quand même les poser entre-temps dans le Q&A. On va y arriver à la fin. Milly, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran? Tu devrais te sentir dans un sous-marin nucléaire avec… Mon Dieu, oui, je me Tout à sens fait. en pleine attaque. Avec le fameux sonore, oui, on dirait presque qu'on fait une petite partie de Battleship avec les Russes, ce qui est pas très loin de la réalité, mais peut-être un sujet pour une autre rencontre. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est la solution de SynetXDR. Donc, c'est important de savoir que SynetXDR, comme Alexandre a dit, c'est une composante essentielle de toute infrastructure de sécurité aujourd'hui. Donc, un XDR ou un Extended Detection and Response, c'est un outil maintenant aujourd'hui qui est basé sur l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond. Donc, on appelle du behavioral heuristic ou du comportemental là, de heuristique là, qui sert à pouvoir détecter des attaques ou des comportements finalement dans le cycle complet d'une attaque, le kill chain d'une attaque qui sert finalement à détecter des problématiques de sécurité, autant au balbutiement de cette attaque-là, parce qu'avant qu'un acteur malicieux finalement procède à ce qu'on appelle le malicious payload, qui est la dernière étape finalement d'une attaque
soit le rançongiciel, l'exfiltration de données ou tout ce qui peut être vraiment endommageable pour une organisation, bien, il y a plusieurs choses qui se font. Donc, à partir du moment où un acteur malicieux peut accéder à un environnement, soit par une exploitation d'une vulnérabilité, un hameçonnage pour pouvoir donc pénétrer à l'intérieur de l'environnement, on parle à peu près d'une moyenne de 183 jours où les acteurs malicieux vont faire un paquet de choses, comme Alexandre mentionnait, c'est-à-dire qu'ils vont tenter de contourner les défenses qui sont en place, les antivirus, les choses qui sont là. Donc, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard aussi, comment SciNet répond à ça. Ils vont pouvoir également tenter de faire des escalations de privilèges, de pouvoir tenter de bouger latéralement dans le réseau, comme Alexandre mentionnait également, de pouvoir déployer des outils aussi pour faire de la reconnaissance et finalement de prendre le meilleur contrôle possible ou la meilleure connaissance possible de l'environnement pour avoir le plus de succès possible dans leur attaque au niveau du malicious payload à la fin. Donc, des outils comme SciNet sont essentiels pour pouvoir détecter tous ces éléments-là à tous les stades, finalement, de l'attaque également. Et donc, c'est pour ça que d'avoir le behavioral heuristic qui peut détecter tous ces éléments-là, c'est essentiel. D'ailleurs, SciNet, c'est une solution qui est éprouvée et passée récemment pour une deuxième année de suite là, au travers d'une évaluation qui s'appelle MITRE Evaluation Framework. Alors, où cet organisme-là, qui est un organisme reconnu internationalement, teste à peu près toutes les solutions qui sont connues au niveau du EDR ou XDR pour pouvoir répliquer le modus operandi des attaquants et pouvoir donner une note finalement aux différents éléments. Et dans tous les cas, SciNet est arrivé dans le top 3 finalement de toutes les solutions qui ont été testées au niveau de son efficacité. Donc ça, c'est extraordinaire. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la solution qui est offerte par VARS comporte aussi non seulement la technologie, mais également, comme Alexandre le mentionnait, le SOC, le Security Operating Center, avec les analyses de sécurité, ce qui est essentiel parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si on a de la technologie qui est installée, qui génère des alertes, il faut savoir interpréter ces alertes-là, de quelle façon, qu'est-ce que ça représente pour pouvoir, évidemment, avoir la meilleure protection possible. Donc, SciNet, c'est assez simple. C'est un modèle SaaS, donc Software as a Service. Et donc, tout ce qu'il y a besoin d'installer, c'est un agent. Donc, on a évidemment la possibilité de télécharger un agent ici qui va être disponible directement dans l'interface et qui va nous permettre ensuite de ça, de le déployer à travers nos outils automatisés, que ce soit un RMM, un GPO, donc de pouvoir déployer ça à la grandeur de l'organisation. Généralement, on parle d'à peu près 1 heure pour déployer sur un 500 postes environ. Donc, très facile au niveau du déploiement. Et puisque c'est en mode SaaS, bien, il n'y a absolument rien d'autre à déployer de votre côté ou du côté de nos clients, finalement, au niveau de l'infrastructure. Tout ça est au niveau de Amazon Web Services, donc de AWS. Et donc, à partir du moment où l'agent est installé, et c'est là, à partir de ce moment-là, où l'agent commence à collecter des métadonnées de forensique. OK? Donc, SciNet ne collecte aucune donnée au niveau de l'environnement, ne collecte que des métadonnées. Donc, ça, c'est très important parce que ce sont des données sur des données qui servent à faire les corrélations au niveau de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond pour pouvoir générer finalement les différents éléments de forensique, les alertes et ainsi de suite. Et puis, c'est un peu ça qu'on voit ici au niveau du fameux sonore là, ou du cadran ici. Ce sont les 4 piliers sur lesquels la solution est fondée. Donc, à partir du moment où l'agent est installé, on a une visibilité immédiate au niveau de l'agent sur tout ce qui se passe au niveau des fichiers, tout ce qui se passe au niveau des utilisateurs, tout ce qui se passe au niveau des hosts ou des machines elles-mêmes, et tout ce qui se passe également au niveau des connexions réseau dans l'environnement. Puis là, on voit plusieurs bulles qui apparaissent et qui disparaissent comme ça dans le cadran. Donc, ça, ce sont les scores de risque. Et les scores de risque de chacun des éléments sont composés de ce qu'on appelle les IOCs, les Indicators of Compromise en anglais, ou les indicateurs de compromis. Donc, les indicateurs de compromis sont agrégés ensemble pour donner le score de risque de chacun des éléments qui est détecté au niveau de la plateforme. Donc, ces scores de risque-là, on voit des bulles bleues comme ça ici, donc de 0 à 499, les bulles sont bleues, les indicateurs de compromis sont bas. On a des bulles oranges aussi, donc entre 500 et 749,
on a des indicateurs de compromis finalement qui sont moyens, où là, l'agent va commencer à avoir une vigie plus rapprochée sur ces éléments-là. Et de 750 à 1000, 1000 étant le maximum, mais là, on a des indicateurs de compromis qui sont élevés. Et une fois qu'on atteint le 1000, donc le maximum finalement au niveau de ce qui est des indicateurs de compromis, on a des alertes qui vont se générer à l'intérieur de la plateforme. C'est là qu'on peut voir, on a des alertes. Si on est dans un environnement de démo, donc on voit qu'il y a des alertes qui sont présentes. On peut les voir ici. Ce sont les bulles qui sont solides et qui restent dans le cadran, qui représentent les différentes alertes. Donc, on peut voir différentes alertes ici à laquelle on va pouvoir accéder par la suite et sur lesquelles on va pouvoir prendre des actions ou sur lesquelles SciNet a déjà pris des actions automatiques parce qu'évidemment, un bon outil de Endpoint Detection and Response va non seulement faire de la détection, mais va faire aussi de l'auto-remédiation. Donc, de l'auto-remédiation, c'est-à-dire de prendre des actions au niveau de ces détections-là pour pouvoir bloquer immédiatement, à l'espace de quelques fractions de secondes, ces éléments-là qui pourraient être problématiques, évidemment, puis qui pourraient causer des incidents de sécurité. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller couper l'herbe en dessous du pied des attaquants. Aussitôt qu'ils tentent quelque chose, SciNet, au niveau justement de ces algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond, va dire, j'ai détecté quelque chose qui pourrait être problématique pour l'environnement, je prends une action. Ce qui est génial aussi avec SciNet, c'est que ces actions-là sont très granulaires. Hein? Donc, on n'interfère pas avec l'entièreté du endpoint ou du point de terminaison. On va vraiment aller de façon granulaire, intervenir sur le processus, l'exécutable ou la chose qui pourrait causer une problématique en faisant une mise en quarantaine de ce fichier ou de cet exécutable-là, en faisant un kill process, donc de mettre fin au processus, donc de façon très granulaire et donc où les opérations de l'organisation peuvent se poursuivre par la suite. Donc, ça, c'est l'explication pour le cadran ici. D'ailleurs, juste pour vous dire, je vais faire un survol qui va être quand même assez à haut niveau, là, parce que généralement, quand on fait une démo technique de la solution, c'est facile pour moi de parler de la solution de SciNet pendant au moins minimum 1 heure. Là, on a une trentaine de minutes pour le faire, donc on va le survoler, mais c'est sûr et certain que si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la solution par la suite, bien, Milly et son équipe vont se faire un plaisir de booker du temps avec moi ou quelqu'un d'autre dans l'équipe pour pouvoir faire un deep dive par la suite. Donc, ça va nous faire plaisir de le faire, le cas échéant. Donc, au niveau de la page d'accueil, donc je vous ai montré ici, on peut faire télécharger les agents. On a le cadran ici qui nous donne une vue d'ensemble de ce qui se passe dans l'environnement. On a également aussi les alertes ici qui se retrouvent dans l'environnement, donc auxquelles on peut accéder rapidement en cliquant. Beaucoup d'éléments qui sont cliquables dans la plateforme de SciNet. Puis ça, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire de pouvoir justement aller d'un endroit à l'autre, donc de pouvoir faire de l'investigation ou un drill down, comme on appelle de l'information, ce qui est très important. Puis encore une fois, ça, c'est des choses que le SOC, donc les analystes de sécurité au niveau du SOC vont utiliser de façon fréquente, mais à laquelle nos clients aussi, comme Alexandre disait, ont accès en tout temps, donc ont les mêmes accès que nos professionnels pour pouvoir avoir une visibilité sur ce qui se passe. Mais nous, la façon de gérer ça au niveau de l'équipe de support, c'est qu'on gère ça comme si nos clients ne se connectaient jamais dans la plateforme. Donc, s'ils s'y connectent, tant mieux. Ils peuvent voir l'information, regarder ce qui se passe et ainsi de suite. S'ils ne s'y connectent pas, ce n'est pas plus grave que ça. Tous les événements qui sont déclenchés au niveau de la plateforme sont rapportés par l'équipe du SOC de façon systématique à notre clientèle pour pouvoir les aviser de ce qui se passe, évidemment, avec une analyse qui est faite au niveau des analyses de sécurité et des recommandations, si c'est nécessaire également, sur différents éléments. Donc, on a les alertes, on a différentes choses ici qui peuvent être pertinentes également. Donc, justement, parlant des alertes, je vais passer maintenant à l'onglet « Alerte » de la plateforme de SciNet, ce qui va nous permettre de voir un petit peu plus en détail ce qui se passe pour ces différentes alertes-là qu'on pourrait avoir potentiellement dans un environnement. Donc, on peut voir ici qu'on a différents types de sévérité d'alerte. Donc, encore une fois, ça représente les différents stades potentiels d'une attaque. Donc, c'est sûr, quand on arrive dans quelque chose de critique ou de haut risque, c'est quelque chose qui commence à être pas mal à la fin du cycle d'attaque d'un acteur malicieux. Donc, on commence à s'approcher si on n'est pas déjà dans un potentiel malicious payload qui voudrait tenter d'être déployé à ce moment-là. On a des alertes de type médium ou moyenne. Donc, ça vont être des choses qui vont être suspectes, qui vont devoir être investiguées
et qu'on va devoir regarder un peu parce qu'ils sont suspects, mais pas nécessairement problématiques ou malicieuses. Mais justement, ça nous permet de remonter finalement au niveau d'une attaque peut-être dans ces balbutiements et tant qu'à y être, pourquoi pas couper l'herbe en dessous du pied des acteurs malicieux aussitôt que possible, dès le début d'une attaque potentielle. C'est ce qu'on veut faire, puis c'est ce qui est essentiel de faire avec des plateformes comme celle-là, c'est d'agir en amont plutôt qu'en aval, ou en aval plutôt qu'en amont. En tout cas, avant plutôt qu'après, finalement, ça pour dire. Donc, ça, c'est important ici parce que c'est sûr et certain qu'il y a des alertes qui sont générées. On peut en voir une ici, qui est une tentative de mettre fin au processus de SINET. Donc, un peu comme on disait un peu plus tôt, dans le balbutiement d'une attaque, ce qu'un acteur malicieux va tenter de faire, c'est de mettre fin ou de contourner finalement les défenses qui sont en place. Donc, une façon ou une tentative de faire ça, ça serait effectivement de tenter de mettre fin au processus de SINET. Donc, SINET est protégé pour ce genre de tentative d'activité-là de deux façons. Donc, comme on peut voir ici, il y a une alerte qui est générée parce qu'on a tenté de mettre fin au processus de SINET à travers le gestionnaire de tâches. Puis là, on peut voir quelle machine est affectée par cette tentative-là et quel utilisateur était branché finalement à cette machine-là lors de cette tentative-là. Et on peut voir ici qu'il y a eu une remédiation automatique qui a été faite par l'agent de SINET, évidemment, pour bloquer cette tentative-là et empêcher, évidemment, de mettre fin au processus de SINET. Donc, les services continuent de fonctionner normalement. Par contre, on rapporte ça au niveau d'une alerte parce qu'on veut savoir, on veut déterminer est-ce que cette identité-là a été compromise potentiellement ou est-ce que c'est juste un utilisateur potentiellement qui ne savait pas quel était le processus puis qui a tenté d'y mettre fin. Bref, ça va nous permettre de pouvoir déterminer est-ce qu'il y a une problématique sous-jacente au niveau de la sécurité, quelque chose qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a eu une attaque d'hameçonnage plutôt que permis justement de donner accès à ces credentials-là ou ces identifiants-là, puis ils peuvent peut-être potentiellement être compromis, puis ça peut être le début ou le balbutiement d'une attaque. Donc, on peut voir que cette alerte-là, j'ai étendu l'alerte ici, donc on va avoir plusieurs informations qui vont être très utiles au niveau des opérations de sécurité, au niveau du SOC pour pouvoir déterminer exactement ce qui se passe, de quelle façon ça s'est passé, puis pouvoir faire ces évaluations-là. Donc, ça, c'est l'importance aussi de voir, peut-être que pour la plupart des gens qui sont là, c'est un peu du charabia, c'est quelque chose qui n'est pas facilement compréhensible. Évidemment, c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes ressources, comme Alexandre disait. Recevoir des alertes, c'est une chose. Pouvoir les comprendre, les analyser, puis pouvoir prendre des actions qui sont nécessaires puis qui sont justes à ce moment-là. Ça prend les bonnes personnes, ça prend le bon skill set ou la bonne expertise pour le faire. Et c'est ce que les analystes de sécurité vont avoir. Généralement, la plupart des organisations avec lesquelles on travaille dans les PME, donc les petites moyennes entreprises, n'ont pas de SOC, n'ont pas d'analyse de sécurité en place. Et c'est pour ça qu'on complémente notre offre de service avec la technologie et le SOC pour être certain que quand des alertes comme ça qui arrivent, elles peuvent être bien analysées, bien comprises et bien prises en charge finalement à ce moment-là. Donc, le parallèle que je fais souvent, c'est un peu comme la même chose quand on a une voiture. La voiture roule bien, tout va bien, pas de problème. Quand on a un check engine qui arrive, oh, OK, on le sait qu'il y a un problème, mais c'est quoi le problème exactement? C'est-tu parce que le cap à gaz est mal fermé ou c'est vraiment parce qu'on a un problème moteur qui est important et qui doit être réglé? Donc, si on ne va pas voir un mécanicien ou un spécialiste, il y a des bonnes chances qu'on ne le sache pas ou qu'on l'ignore et que ça nous cause d'autres problèmes dans le futur. Un peu la même chose avec les opérations de sécurité. C'est beau de mettre des systèmes en place si on n'est pas capable de les analyser correctement et de prendre des actions correctes, bien, ça peut escalader, ça peut causer d'autres problèmes. Et puis, ça se peut qu'on manque finalement des éléments qui nous permettent de pouvoir justement, comme je dis, couper l'herbe en dessous du pied des acteurs malicieux depuis le début. Donc, ça, c'est l'exemple d'un type d'alerte qu'on peut avoir. On peut avoir d'autres alertes qui sont au niveau du registre qu'il va falloir analyser, évaluer également. Donc, on a une panoplie finalement de politiques de sécurité qu'on va pouvoir voir un petit peu plus tard au niveau des settings qui nous permettent de pouvoir faire ce genre de détection-là à différents niveaux également. On peut voir, on a du process monitoring qui peut arriver aussi. On peut avoir également des attaques PowerShell également dans ces types d'attaques-là également. Des attaques, évidemment, de rançongiciel, évidemment, qui peuvent arriver, qui sont très populaires au niveau des acteurs malicieux comme Malicious Payload pour pouvoir
handicaper une organisation puis forcer finalement cette organisation-là à payer une rançon parce qu'il ne faut pas oublier que les acteurs malicieux, évidemment, leur objectif, c'est de monétiser. Hein? Donc, monétiser, ça veut dire pour eux de faire le moins d'efforts possible puis d'avoir le plus gros leverage possible aussi sur une organisation pour pouvoir les forcer finalement à payer une rançon, donc à monétiser leurs attaques. Une autre chose aussi au niveau des acteurs malicieux, c'est qu'ils sont fondamentalement paresseux. Hein? Donc, ils veulent monétiser ça rapidement. Bon, peut-être si on est la NASA, le gouvernement, peu importe, il va avoir un autre type d'attaque qu'on appelle des Advanced Persistent Threats. Mais quand on est une PME ou une organisation comme ça, généralement, ce n'est pas le cas. On a des acteurs malicieux qui veulent aller vite, alors qui veulent rentrer dans une organisation, prendre le contrôle, faire un rançongiciel, demander une rançon, collecter la rançon, passer à un autre appel. Et donc, il ne faut pas oublier qu'un outil comme SINET et une équipe comme le SOC, quand finalement un acteur malicieux tombe sur des défenses comme celle-là, il y a un effet dissuasif. Donc, l'effet dissuasif veut donc dire que les acteurs malicieux, à un moment donné, vont abandonner, vont dire, OK, non, leur technologie est bonne, leurs SOC sont en train de voir tout ce que je fais, de contrer mes attaques. On passe à un autre appel, j'abandonne parce que ça va être trop de travail finalement pour monétiser mon attaque ici. Donc, ça, c'est un élément aussi qui est non négligeable, qui est essentiel ici à prendre en considération également. Au niveau des alertes aussi, les analystes de sécurité vont avoir plusieurs options aussi au niveau des actions qu'ils vont pouvoir prendre au niveau de la plateforme. Donc, on va pouvoir faire différentes choses. Donc, la première option qu'on voit ici, c'est whitelist, donc des règles de liste blanche. Parce qu'effectivement, dans le cours des opérations normales d'une organisation, c'est possible qu'il y ait certains outils qui soient détectés ou certaines fonctions, là, finalement, qui soient détectées comme étant potentiellement problématiques et qu'ils ne le soient pas. Un exemple, c'est une équipe de TI, par exemple, qui utiliserait un Wireshark, qui est un outil qui peut être utilisé de façon légitime par une équipe de TI, mais qui est aussi clairement un outil qui peut être utilisé par un acteur malicieux pour faire de la reconnaissance. Donc, advenant le fait où on aurait une alerte pour un outil comme celui-là, on le communique évidemment directement avec nos clients. Nos clients disent non, ça c'est légitime, c'est mon gars de TI, il n'y a pas de problème, inquiète-toi pas avec ça. Parfait. Donc, évidemment, l'objectif de la sécurité, c'est de toujours avoir le ballon entre, évidemment, protéger l'organisation et la laisser continuer d'opérer normalement. Et c'est là où des choses comme mettre en liste blanche vont être essentielles, évidemment, mais toujours important, évidemment, de respecter la surface d'attaque. Hein? Donc, la surface d'attaque en sécurité, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on permet finalement ou ce qu'on ouvre vers l'extérieur qui permet potentiellement à un acteur malicieux de voir ou de tenter d'exploiter. Et ce qui est très bien au niveau de SINET, évidemment, c'est le niveau de granularité qu'on va pouvoir aller chercher au niveau de toutes les activités ou les opérations de sécurité, dont les règles de liste blanche. On va pouvoir de façon très granulaire dire, OK, c'est beau, j'autorise ce software-là ou cette chose-là, mais de façon très spécifique. Donc, le hash, donc, est la signature numérique de ce fichier-là ou de cet exécutable-là. Le process path, donc où est-ce qu'il est installé exactement dans la machine pour savoir exactement l'endroit où c'est autorisé de l'avoir. Et est-ce que c'est potentiellement juste un utilisateur même spécifique qui va avoir le droit d'utiliser cette chose-là? Et là, on va pouvoir déterminer ça. Donc, on autorise, mais en restreignant toujours au plus petit dénominateur commun la surface d'attaque. Donc, ça va nous permettre de pouvoir faire ça à ce moment-là et de choisir est-ce que c'est spécifiquement pour cette machine-là, un groupe de machines spécifiques, et ainsi de suite. Donc, encore au niveau de la granularité, on a des options qui sont très intéressantes de ce côté-là. Et ensuite, Mac, ouais, oui. Je voulais rebondir sur ce que tu dis au niveau de la surface d'attaque. Avec le contexte de travail à distance, il faut savoir que le XDR n'est pas limité à l'enceinte de l'entreprise. Ça, c'est aussi une partie des éléments qu'on doit considérer. Avec les personnes qui travaillent à distance, la surface d'attaque, c'est votre point de terminaison, c'est le laptop qui est à distance, c'est l'appareil qui est connecté. Donc, on n'est pas limité. Toutes ces capacités que vous voyez qui sont très avancées, qui sont potentiellement confuses pour vous si vous n'êtes pas technique. Vous n'avez pas à vous en inquiéter parce que le SOC s'en occupe, mais surtout, ça s'applique à votre machine, peu importe où vous êtes. Si vous avez des vendeurs sur la route qui sont avec leur laptop ou leurs équipements, c'est surveillé de la même façon. Donc, c'est quand on se connecte à un réseau comme un Wi-Fi sur la route qui est ouvert, ou le réseau de la maison même. Votre réseau de la maison n'a pas le même niveau de sécurité que le réseau de l'entreprise. Donc, c'est là où on a comme une grosse différence. Je voulais en parler un petit peu aussi, parce que tu parlais de surface d'attaque. Puis la surface d'attaque, quand vous êtes chez vous, là, c'est tout ce qui n'est pas la machine.
Donc, vous avez un vieux téléphone qui n'est pas patché, il peut être corrompu, tenter d'attaquer et d'être un point d'entrée pour l'organisation. Donc là, SINET aussi, il vient vous protéger et maintenir cette bulle, peu importe où les points de terminaison sont connectés. Voilà, pardon Max pour l'interruption, je voulais Non, juste non, non, l'éclaircir. c'est un très, très, très bon point. C'est exactement ça. Donc, c'est là où SINET, effectivement, protège les points de terminaison, peu importe effectivement où ils sont, peu importe où ils se trouvent, et permet toujours d'avoir cette vigie-là au niveau de la sécurité, puis cette visibilité-là également pour le SOC au niveau justement des opérations de sécurité également. Donc, non, c'est très juste comme intervention, définitivement. Ensuite de ça, évidemment, au niveau des analyses qui vont être faites, les analystes de sécurité peuvent décider aussi de vouloir approfondir l'analyse d'une alerte. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est très important. Ou s'il y a un fichier, un exécutable, un script VBS ou tout autre type de script qui peut se présenter, on va vouloir dire, juste une seconde ici, là, on va vouloir reverse engineer ce script-là pour voir qu'est-ce qu'il tente de faire. Est-ce qu'il tente de communiquer avec un command and control server? Est-ce qu'il tente de communiquer justement à travers des adresses IP, un nom de domaine ou quelque chose comme ça qui pourrait être spécifique? Est-ce qu'il tente d'ajouter des choses au niveau du registre? Est-ce qu'il tente aussi de mettre des schedule tasks pour avoir de la persistance au niveau de l'environnement? Donc, il peut y avoir un paquet de choses qu'une détection qui a été bloquée peut tenter de faire et où les analystes de sécurité peuvent dire, moi, j'aimerais ça l'analyser plus en profondeur parce qu'on va pouvoir prendre aussi des actions préventives pour dire, s'il tentait de communiquer avec tel domaine ou telle adresse IP qui était non légitime, on va pouvoir prendre des actions aussi supplémentaires pour pouvoir bloquer et faire des règles d'autoremédiation supplémentaires pour pouvoir complémenter ces attaques-là. Et donc, les analystes de sécurité vont pouvoir dire, je vais envoyer ce fichier-là ou cet exécutable-là au SOC pour une analyse supplémentaire. Donc, on va l'envoyer aussi potentiellement dans un sandbox. Donc, ce sont toutes des choses qui vont nous permettre de détonner finalement de façon sécuritaire ces potentielles attaques-là pour pouvoir en découvrir évidemment tous les détails, finalement, toutes les actions qui ont potentiellement pu être prises. Et aussi, on va pouvoir vérifier si le fichier existe toujours dans l'environnement et même potentiellement tirer le fichier pour pouvoir l'analyser également de cette façon-là. Donc, la portion analyse aussi peut être essentielle au niveau d'escalation d'analyse de sécurité supplémentaire. Ensuite de ça, au niveau de la remédiation, donc, on a des actions qui peuvent être prises également par les analystes de sécurité, au-delà des actions, évidemment, je le rappelle, automatiques qui vont être prises par les algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond de SINET, on pourrait décider de prendre des actions sur les mêmes piliers là, que je vous ai parlé au début au niveau de la plateforme de SINET, donc tout ce qui est fichier, utilisateur, machine et même connexion réseau, si une connexion réseau y était rattachée. Donc, on va pouvoir décider, si ce n'est déjà fait, de mettre un fichier en quarantaine, kill un process, donc de faire différentes actions comme ça, même potentiellement d'effacer le fichier si c'était nécessaire également. Au niveau utilisateur, on va pouvoir désactiver un utilisateur, réactiver l'utilisateur par la suite. Et au niveau de la machine elle-même, il va y avoir plusieurs actions qui vont être possibles de prendre également au niveau des machines. Donc, on va pouvoir, par exemple, rouler une commande, rouler un script, isoler même potentiellement un poste. Donc, s'il y a une escalation de situation qui nous amène à dire, il faut analyser plus en profondeur ce point de terminaison-là. Donc, on va pouvoir l'isoler. Donc, l'isoler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le rendre inaccessible au niveau du LAN et au niveau du WAN, donc au niveau des communications externes et des communications internes, tout en conservant une communication avec l'environnement SaaS de SINET. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir poursuivre nos analyses, poursuivre nos actions de sécurité, pouvoir sécuriser l'environnement. Et puis, une fois qu'on va avoir évidemment contrôlé et puis qu'on va avoir le sentiment donc qu'elle va pouvoir être retournée aux opérations normales, on va pouvoir désisoler la plateforme, pas la plateforme, pardon, le point de terminaison par la suite et il va pouvoir retourner à ses opérations normales donc de cette façon-là. Ensuite, oui. C'est le SOC qui aide à cette décision-là. Quand on a un risque très, très haut, on va vous dire, écoute, on prend la décision. Et si jamais il y a un risque de propagation, l'action va être prise soit automatiquement et ensuite on coordonne avec vous pour la réponse. Oui. L'autre point aussi que je voulais ajouter, Max, c'est que ça, on parle d'un incident finalement quand il se passe quelque chose sur une machine. Et quelque chose qui est avec l'offre de SINET et VARS, c'est que tout ça, c'est inclus
Quand vous avez la souscription, il n'y a pas de frais supplémentaires pour tout ça. La réponse à l'incident pour les machines qui sont couvertes par SciNet, c'est tout inclus. Peu importe le temps qui est passé pour vous assister sur la réponse aux incidents avec SciNet, là, c'est tout inclus. Il n'y a pas de surprise avec ça. Je voulais spécifier parce que c'est aussi une grosse différence dans le marché. Il n'y a pas de surprise avec ça. Quand on demande une recherche de fichiers, de voir pourquoi il y avait un risque, faire une analyse, etc., tout ça est inclus. Tout à fait. Puis on communique. Hein? L'important, c'est la communication. Donc, nous, ça fait partie de notre méthodologie de déploiement que de demander un paquet de choses, là, mais une de ces choses-là, c'est une liste d'escalation. Donc, d'être capable de communiquer avec nos clients en tout temps, à tout moment, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions, puis partager aussi ce qu'on découvre avec les équipes de TI, hein, parce qu'on collabore, évidemment, on ne remplace pas les équipes de TI. Là. VARS, ce qu'on fait, c'est vraiment spécifique aux opérations de sécurité, au SOC, donc au Security Operating Center, et non pas au NOC, au Network Operating Center. Donc, on travaille de façon collaborative avec les gens de TI pour pouvoir complémenter puis amener cette expertise-là au niveau de l'organisation. Donc, tout à fait, ça, c'est tout inclus, puis c'est tout dans le package deal, comme on dit. Oui, parce qu'on voit ça, ça a l'air d'être des incidents au support et tout, et puis souvent, on sait que les gens ont des banques d'heures pour ce genre de choses de support TI. Là, non, ça fait vraiment partie de la solution de l'ensemble. C'est pour ça que je voulais le mettre en lumière. Absolument. Oui, tout à fait. D'autres choses aussi qui sont très intéressantes et très importantes avec la plateforme de SciNet, c'est au niveau de l'orchestration puis de l'automatisation. Donc, on peut même, comme je disais tout à l'heure, rajouter des règles d'autoremédiation, donc des règles de remédiation automatique qui vont être faites custom pour nos clients, tout dépendamment des analyses ou des choses qui vont avoir été découvertes au fur et à mesure que le service ou les opérations se poursuivent. Donc, on va avoir la possibilité de créer, donc de toutes pièces, ces alertes-là, ces alertes d'autoremédiation-là qui vont pouvoir prendre les différentes actions qu'on a discutées par la suite. Donc, au niveau de l'orchestration et de l'automatisation, c'est un excellent outil aussi pour être en mesure de faire ça. Donc, ça, c'est ce qui passe au travers de la portion alerte. Je vais passer à la portion forensique, qui est évidemment toute la collection de la métadonnée. Donc, ça, pour parler de la portion forensique, finalement, on peut voir tout ce qui a été finalement analysé par SciNet. Donc, ce que SciNet va faire, c'est qu'aussitôt qu'il est installé, tout ce qui peut être potentiellement problématique pour un point de terminaison, donc tout ce qui est loadé en mémoire, dompé sur le disque, inscrit au registre, dans les tâches cédulées, tout ce qui est actif finalement dans l'environnement, va finalement être répertorié comme un élément de forensique également. Donc, depuis les balbutiements où la plateforme pour un client est créée jusqu'à sa toute fin, tous ces éléments-là sont conservés de façon continuelle. Pourquoi? Bien, la règle numéro 1 en sécurité, c'est la traçabilité. Donc, il faut être capable à tout moment de pouvoir retourner en arrière puis pouvoir analyser puis évaluer qu'est-ce qui s'est passé auparavant ou au préalable. Et là, ça va nous permettre, encore une fois, au travers de nos différents piliers, là, les fichiers, les machines, les utilisateurs et les connexions réseau qui sont scindés en deux, de pouvoir faire des investigations approfondies. Donc, on peut voir, par exemple, si on prend une au hasard ici, donc on va avoir une analyse finalement de ce fichier-là ou de ce zip-là. On voit que c'est un fichier zip ici, qui a le score de risque de 1000. Un peu le score de risque, comme je parlais tout à l'heure au début de l'appel, ce sont les bulles là, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Mais on voit ces fameux scores de risque-là. Et on peut voir aussi c'est quoi les indicateurs de compromis ou les IOC qui le composent. Évidemment, vont être différents, on va en avoir un paquet, mais on peut voir, il y a des alertes de haute sévérité qui sont liées à ce fichier-là. Ça lui donne déjà un score de 1500, le maximum c'est 1000, donc ça génère évidemment une alerte, une règle d'autoremédiation et ainsi de suite. Ce n'est pas connu de l'intelligence de sécurité. On l'a vu sûrement sur un point de terminaison. Le fichier est relativement petit. Donc, on peut voir, c'est tous des indicateurs qui lui ont donné son score de risque. Et on peut voir aussi dans le timeline, hein, donc c'est quoi le cycle de vie de ce fichier-là dans l'environnement, pour voir quand est-ce qu'on l'a vu pour la première fois, quel a été son cycle de vie. Oups, on voit qu'il y a eu une alerte, évidemment, qui est liée à cette détection-là. Puis quand est-ce qu'on l'a répertorié pour la dernière fois également dans l'environnement. Ça, c'est la beauté de la chose aussi dans SciNet. On a un paquet d'informations par rapport à tous les événements, tous les éléments. Donc, où est-ce qu'il se trouve ce fichier-là? C'est quoi son hash, donc sa signature numérique unique? On peut s'en servir évidemment pour faire d'autres opérations, des blacklists, des règles d'autoremédiation, ainsi de suite. Donc, on va avoir un paquet d'informations qui vont être à notre disponibilité pour pouvoir faire des investigations supplémentaires. On va avoir la même chose aussi au niveau des autres piliers de la solution.
on va voir les informations, mais ils vont nous être présentés différemment. Donc, ici, on voit la vue finalement au niveau d'une machine, au niveau d'un point de terminaison. Donc, même principe, on voit le score de risque, on voit les différents indicateurs de compromis. Évidemment, les indicateurs de compromis sont différents parce qu'ils sont propres à une machine, donc à un point de terminaison. Donc, on va pouvoir avoir différentes arborescences de dire, OK, bien, cette machine-là, quels sont les fichiers qui sont reliés, quels sont les utilisateurs qui sont reliés, quelles sont les différentes connexions réseau qui lui sont reliées également. Et puis, on va pouvoir toujours cliquer ces informations-là pour avoir plus d'informations. Donc, ça, c'est la beauté aussi de SciNet, les drill down, passer d'une information à l'autre, faire les investigations. On voit que la plateforme a été conçue pour ça. Donc, un analyste de sécurité, un expert en sécurité va avoir une facilité à pouvoir faire des investigations puis passer finalement d'un endroit à l'autre pour pouvoir déterminer ce qui se passe vraiment au niveau d'une problématique potentielle ou juste d'une investigation qui va être nécessaire à ce moment-là. On va avoir encore une fois des détails, quelle est la machine, son système d'opération, l'adresse IP à laquelle son adresse IP finalement, et ainsi de suite. On va pouvoir aller voir s'il y a des alertes qui ont été répertoriées au niveau de la machine. Ici, on peut voir qu'il y a une alerte de process monitoring. On peut la consulter également, cette alerte-là, à ce moment-là pour pouvoir faire des investigations approfondies. Quels sont les différents fichiers utilisateurs, les différents logins aussi qu'il y a eu sur la machine également. Quel est le trafic, donc au niveau de réseau. On peut voir toutes les connexions réseau, autant au niveau du LAN qu'au niveau du WAN vont être répertoriées. Tout ce qui est bleu, c'est des liens cliquables pour faire des investigations approfondies et ainsi de suite. Donc on peut voir que ça, c'est des éléments qui sont importants, essentiels. Également, nos analystes de sécurité, les clients aussi peuvent faire des recherches approfondies au niveau de la plateforme. Encore une fois, là, on parle d'orchestration et d'automatisation. On va pouvoir à peu près chercher pour n'importe quoi qu'on peut penser à l'intérieur de la plateforme. On a un paquet de différentes informations qui peuvent être recherchées. On peut chercher un fichier par son hash, par son nom, par la compagnie qui l'a créé, son score de risque, ainsi de suite. Puis, on a le choix de pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on met dans ces différentes recherches-là. Puis, on peut les sauvegarder comme étant des politiques de sécurité par la suite. Non seulement ça, une fois qu'on les a sauvegardées comme étant des politiques de sécurité, bien, on peut en faire des règles d'auto-remédiation. Donc, encore une fois, de l'orchestration et de l'automatisation pour pousser encore plus loin la protection au niveau de la plateforme puis au niveau des opérations de sécurité par la suite. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais passer tout de suite à la portion qui est configuration ou settings ici. Je vais passer rapidement, mais tout ça juste pour mentionner, là, évidemment, qu'on peut créer différents groupes de machines au niveau de SciNet. Donc, il y a une belle flexibilité et une belle granularité au niveau des règles de détection et des politiques de détection et de remédiation qu'on peut appliquer sur un environnement qui utilise SciNet, tout dépendamment du type de machine, de son utilisation et ainsi de suite. Donc, encore une fois, avec la surface d'attaque, la granularité, on est capable d'être très précis à ce niveau-là. Ensuite de ça, on peut voir qu'on a un paquet d'options, mais les options qui sont importantes de vous présenter, c'est au niveau des politiques de sécurité. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Je n'ai pas le temps de m'attarder à chacune d'entre elles, mais je veux juste vous en parler rapidement. Donc, on a une détection automatique au niveau de l'investigation. Donc, ça accélère finalement l'investigation au niveau de la recherche. Donc, c'est les algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond qui vont aider les analystes de sécurité à pouvoir analyser de façon automatique certains événements. On a une couche de Network Attack Detection. On a un Memory Pattern Protection, Advanced Detection Technology. Donc là, on parle évidemment du Behavioral Heuristic. Donc, rien à voir avec les signatures. C'est tout ce qui est finalement intelligence artificielle, apprentissage profond, donc comportemental, qui vont permettre de découvrir, comme Alex disait au début de l'appel, des choses qui n'ont jamais été vues auparavant. Donc, qui ont été créées par les acteurs malicieux la journée même, une journée avant, mais qui n'ont pas encore été répertoriées nulle part d'autre, qui ont servi à attaquer une organisation. Bien, le Behavioral Heuristic va servir à ça. Même chose pour le Ransomware Heuristic. Donc, peu importe que l'attaque de rançon soit un string ou une version connue ou inconnue, il va détecter le type d'activité d'encryption pour pouvoir finalement prendre une action, faire une détection d'abord, puis ensuite prendre une action au niveau de cette activité-là. On a aussi les decoy files au niveau du rançongiciel. Donc, ce sont
des fichiers qui vont être un folder, hein, finalement, un dossier qui va être créé avec des fichiers, des faux fichiers pour les rançongiciels qui vont servir aussi à la détection de ces activités-là également. Donc, on a le fuzzy hashing, le memory protection mode, on a le registry protection, évidemment, protection au niveau du registre, file operation protection, donc ça aussi, qui est un élément qui est très important au niveau de la plateforme de SciNet, qui est récent, qui va permettre de savoir les fichiers, comment ils se comportent, puis comment ils sont supposés de se comporter. Est-ce qu'un fichier Word devrait exécuter un script VBS? Non. Alors ça, c'est un trigger qui fait réagir finalement un file operation protection pour dire ce fichier-là ne se comporte pas normalement et on devrait donc prendre une action puis rapporter une alerte au niveau de l'environnement. On a aussi la possibilité de faire du device control, donc de protéger finalement les points de terminaison contre l'ajout finalement d'un mass storage device, une clé USB, un disque dur externe, ce genre de choses-là. Un advanced fileless attack protection. Threat intelligence source, hein, donc c'est très important aussi d'avoir du threat intelligence qui feed les plateformes. Donc la plateforme de SciNet, ici, un très bon threat intelligence feed. On a aussi un antivirus, hein, donc l'antivirus fait partie des protections de SciNet, donc c'est un antivirus de prochaine génération, donc qui est un combo finalement de tout ce qui est signature-based et de tout ce qui est heuristique également, qui sont à l'intérieur de la plateforme de SciNet. Et d'autres choses, là, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'éterniser sur les portions qui sont plus XDR là, au niveau de la deception et d'autres choses, mais en fait, ça fait pas mal le tour général de ce que la plateforme de SciNet peut vous offrir au niveau des opérations de sécurité et de la façon dont VARS la combine au service finalement de SOC pour pouvoir vous donner vraiment le meilleur d'une protection, autant au niveau technologie qu'au niveau services professionnels qui sont inclus avec notre offre de service. Puis l'impact pour l'utilisateur. Ouais, merci Milly. Désolé, je voulais rajouter que l'impact pour l'utilisateur final, c'est la transparence totale parce qu'on voit beaucoup d'options, beaucoup de capacités, mais pour l'utilisateur final, là, on voit rien. C'est une machine qui se comporte normalement et il n'y a pas d'altération au niveau de l'utilisateur et même au niveau des TI, c'est très facile, peu de bruit à gérer. Vas-y Milly, excuse-moi pour la coupure. Non, il n'y a pas de problème. Ce que j'allais dire, c'est bravo, Maxime, d'avoir fait ça aussi rapidement. Merci, Alexandre, aussi pour ta participation. Il y a quand même beaucoup de questions qui sont rentrées au cours, des questions très pertinentes. Pour certaines personnes, je vous ai dit de me contacter directement parce que ça prendrait beaucoup de temps. C'est plus personnel. De toute façon, pour ceux qu'on ne répondra pas les questions, inquiétez-vous pas, on va vous envoyer un lien pour nous communiquer. On va pouvoir y répondre personnellement, mais je vais m'en poser quelques-unes quand même, Maxime. La première, on nous demande, je l'ai couvert un peu, mais quand même, c'est quoi la différence? Puis elle est revenue en plusieurs formats, là, mais ce que ça voulait dire, c'est quoi la différence entre un antivirus et un XDR? Peut-être simplement, et est-ce que ça peut être remplacé? On nous l'a demandé quelques fois. Oui. Donc, l'antivirus, finalement, généralement, c'est quelque chose qui est signature-based à la base. Donc, qui ne va pas comporter toutes les différentes politiques de détection puis de remédiation que je vous ai présentées maintenant. Donc, finalement, SciNet, le EDR, le Endpoint Detection and Response, c'est le package complet qui va servir finalement à détecter, comme je le mentionnais un peu, une attaque dans toutes les phases du cycle d'une attaque, donc le kill chain d'une attaque, de ses balbutiements à son malicious payload également, puis qui va comporter évidemment du threat intelligence, du behavioral heuristic, également, et des signatures au niveau de l'antivirus et tout ça. Donc, tout ça est combiné ensemble pour pouvoir offrir une solution qui est optimisée, qui va offrir finalement la meilleure protection possible. Donc, quand on a un antivirus, je dirais qu'on a une fraction de la réponse, mais évidemment, quand on installe un outil comme SciNet, bien, de deux choses l'une. De un, c'est inclus, comme Alexandre disait, dans le coût de la solution. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire pour ça, de un. Donc, ça, au niveau financier, c'est bien. Mais au niveau tactique opérationnel, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on combine ça à l'intérieur d'une plateforme comme SciNet, puis qu'en plus, on a une visibilité au niveau du SOC et des analystes de sécurité 24/7/365, mais ça veut donc dire qu'on a des analystes de sécurité qui sont en mesure de voir ces alertes-là en tout temps, et non seulement de les voir, mais de prendre des actions puis d'intervenir en tout temps aussi sur ces activités-là. Donc, ce qui est quelque chose, évidemment, au niveau d'un antivirus normal qui ne serait pas offert ou possible de faire à ce moment-là.
On nous demande aussi, peut-être que je peux y répondre aussi, peut-être Maxime, parce que c'est plus en question de coût, tu verras, si tu veux y répondre, il n'y a pas de problème. On nous demande à quel moment la solution XDR de Signet vient être intéressante. Donc, pour combien de postes de travail, là, de façon monétaire, ça devient intéressant? Est-ce que tu veux l'apprendre? Moi, je pourrais peut-être plus dire d'une façon opérationnelle, là, que côté opération, je dirais que à partir d'une peut-être une vingtaine de postes, là, ça peut commencer à être intéressant. Je pense que puis dans tous les cas, c'est sûr et certain qu'il faut toujours comparer aussi au niveau financier. Là, si on parle au niveau financier, il faut toujours comparer aussi avec c'est quoi le coût de ne pas le faire. Parce que le coût de ne pas le faire veut donc dire qu'on pourrait potentiellement s'exposer à une attaque plus sophistiquée qui pourrait terminer par une attaque de rançon qui serait qui aurait du succès, puis évidemment parce que les outils ne sont pas aussi bons et approfondis que celui de Signet et ne comportent pas aussi la portion analyse de sécurité. Donc, le coût de ne pas le faire probablement va dépasser de loin le coût de mettre en place une solution comme celui-là. Puis oui, c'est vrai, peut-être l'attaque n'arrivera pas dès aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est certain en sécurité, on ne peut plus dire si on va se faire attaquer, c'est plutôt quand on va se faire attaquer. Et quand on se fait attaquer, garantit que les coûts de se faire attaquer vont de loin dépasser les actions qu'on a faites pour se protéger. Définitivement. Puis là, on en a parlé un peu plus tôt, au niveau des inclusions des heures de service pour se relever d'une attaque, mais moi, je parle souvent avec les clients, surtout les PME ou les petites villes, les petites municipalités. Ça donne une prévisibilité des coûts quand même d'avoir une solution en place. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne vient pas à sortir un budget qu'on n'avait pas prévu. Des fois, c'est plus complexe. Il y a une question ici, on nous demande dans notre offre de service, est-ce qu'on va également faire, au niveau de l'application de la loi 25, de la loi sur la protection des renseignements personnels, c'est pas Signet en tant que tel, mais oui, définitivement, prenez contact avec nous. On va vous aider par rapport à la loi 25. On éduque beaucoup de clients en ce moment. Je vous invite à communiquer. Là, de toute façon, il va y avoir un courriel, comme j'avais mentionné, qui va être envoyé. On va pouvoir faire une rencontre particulièrement là-dessus. Ça va nous faire très plaisir. Et là, je vais juste continuer dans les questions. Question importante quand même, est-ce que Signet ralentit mon système, mes opérations? Non, la réponse, c'est que Signet, justement, un des avantages de Signet, c'est évidemment qu'il est très lightweight. OK? Donc, c'est sûr que certain, n'importe quoi qu'on ajoute dans une infrastructure va utiliser quelque chose. Hein? C'est mathématique, c'est de l'infrastructure, on ajoute un agent, ça va utiliser des ressources forcément. Par contre, la façon où Signet est conçu, c'est qu'il n'agit uniquement que sur les activités qui vont être potentiellement problématiques pour le système. Donc, comme je mentionnais un peu plus tôt, aussitôt que quelque chose est dompé sur le disque, loadé en mémoire, ajouté au registre, ajouté aux tâches cédulées. Donc, tout ce qui est une activité active, là, finalement, au niveau de la plateforme. Donc, ce qui permet finalement de restreindre le niveau d'utilisation, le niveau de ressources que Signet utilise. En temps général, les opérations normales de Signet vont utiliser entre 2 et 4 des ressources d'une machine. Et puis, évidemment, s'il y a plusieurs actions à prendre, on a une attaque quelconque et là, Signet doit générer des alertes, des actions de remédiation et ainsi de suite. Bien, le pic d'utilisation ne va jamais dépasser 15 des ressources de la machine. Mais évidemment, ça, c'est seulement pour une fraction de seconde, le temps que Signet prenne ces actions-là. Puis ensuite de ça, on retourne à 2 à 4 d'utilisation dans les opérations normales de Signet, juste pour faire la surveillance à ce moment-là. Il y a encore beaucoup de questions qui rentrent. Désolée pour ceux qu'on n'aura pas le temps d'adresser. Là, on y reviendra par courriel. On est content de votre engouement. Il y a beaucoup de questions de prix. J'ai répondu à plusieurs d'entre vous de me contacter. Là, on va le faire individuellement. Il y a une question ici. Est-ce que c'est au niveau de l'Internet, la protection et l'installation, au niveau des postes de travail? Non, ça, c'est au niveau vraiment des postes de travail. Donc, on a des solutions, évidemment, qui vont pouvoir aller à d'autres endroits dans la stack technologique de votre organisation. Par contre, là, aujourd'hui, on focusait vraiment sur le Endpoint Detection and Response, donc les points de terminaison. Comme Alexandre le disait, c'est l'endroit névralgique où vos données sensibles, confidentielles, ainsi de suite se trouvent. Donc, c'est une couche essentielle. Il faut commencer par celle-là. Mais effectivement, si on parle au niveau du réseau, donc on peut rajouter à ça un SIM, donc qui va venir ingérer les syslogs de vos pare-feux, vos switches, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres couches qui peuvent se rajouter à ça. Puis je pense que la réponse à ça, donc, c'est
non pour SciNet spécifiquement, mais oui au niveau, évidemment, de la roue de service que VARS offre, qu'il y a définitivement des solutions, des choses qui peuvent être apportées à ce moment-là. Il faudra juste avoir une conversation avec les gens qui ont cette inquiétude-là ou qui veulent se prémunir de ça pour pouvoir, évidemment, leur présenter finalement la solution Piscopis avec eux. Et je voulais ajouter, quand tu parles de points de terminaison, on parle de Mac, de Windows, de Linux, de serveurs, de machines virtuelles. Tous les serveurs inclus, les serveurs doivent être protégés. Oui. Ah, ça, c'est un très bon point. Merci, Alex, parce qu'effectivement, on couvre tout ce qui est Windows Desktop, Windows Server, Linux, les distributions Linux là, les plus courues, là, que ce soit CentOS, Red Hat, Ubuntu, ainsi de suite, et également macOS pour tout ce qui est Post également, et très rétrocompatible. Donc, ça, c'est important de le savoir. On va au niveau de Windows jusqu'à Windows XP Service Pack 2 et même Windows Server 2003 également. On ne veut pas en voir trop souvent, c'est des failles de sécurité en tant que telles, mais on est conscient que dans certaines organisations, il y a évidemment du legacy et des choses comme ça, donc on est capable de s'intégrer avec ça. Ça nous amène au bout de l'heure. Il est 11 heures. Je dois malheureusement stopper. On aurait pu continuer pendant très longtemps. Vous allez recevoir un courriel avec la présentation enregistrée. Vous allez recevoir également une invitation à nous contacter. J'ai déjà eu plusieurs courriels de gens. On est très contents de votre intérêt. Le prochain webinaire aura lieu le 15 juin. On se retrouve, mais entre-temps, vous n'hésitez pas. Si vous voulez revoir une démo, comme Maxime l'a dit, personnelle, si vous voulez parler d'un autre sujet, ça va nous faire plaisir. Vous m'écrivez, vous répondez au courriel qui sera envoyé sinon, et quelqu'un de l'équipe des ventes vous contactera très rapidement pour vous aider avec ça. Donc, merci beaucoup de votre participation. On est enchantés de vous avoir en si grand nombre aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Merci Maxime. Merci Alexandre. Beaucoup. Merci. Bonne journée. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.